Son avenir à elle est important. Le tien ne l'a jamais été. Mon père a dit ça assez fort pour que toute la pièce se fige. Les conversations se sont arrêtées net, les lumières du plafonnier semblaient vaciller alors que tous les visages se tournaient vers moi. Ma sœur, Manon, a caché un sourire derrière sa paille. Ma mère a continué à couper son steak, prétendant que ce moment n'existait pas. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai même pas scié. J'ai juste resserré ma prise sur le dossier posé contre ma cuisse, celui qu'ils supposaient tous sans importance. Ils pensaient que ces mots me briseraient devant eux. Ils n'avaient juste pas réalisé qui d'autre écoutait cette nuit-là. J'ai appris très tôt que le silence était plus simple pour tout le monde. Il maintenait l'équilibre de la maison. Il empêchait la paix de se fissurer. Il me gardait à la place qu'ils attendaient de moi. Silencieuse, utile, invisible. Quand j'avais 8 ans, Manon a fait une crise pour un jouet qu'elle voulait, quelque chose pour lequel j'avais économisé l'argent de mon anniversaire. Elle a crié jusqu'à en avoir la voix rauque. Mon père est entré, a jeté un regard à son visage rouge, puis à moi, et a dit « Donne-le-lui. Tu es l'aîné. Comporte-toi comme tel. » Il n'a pas demandé ce qui était juste. Il n'a même pas demandé si c'était à moi. Il a simplement tendu la main. Je me souviens avoir placé le jouet dans sa paume, mes doigts glissant lentement, comme si j'apprenais à lâcher prise sur la propriété sans faire de bruit. Manon est partie en sautillant. Personne ne s'est retourné. Au collège, ce schéma n'était plus verbalisé. Il était compris. 1, 2, 3 Quand je ramenais un bulletin avec d'excellentes notes, je le posais sur le comptoir, attendant que quelqu'un le remarque. Manon faisait irruption quelques minutes plus tard, agitant des flyers pour son gala de danse. Maman poussait des cris de joie. Papa applaudissait, et les flyers finissaient scotchés sur le frigo. Mon bulletin de notes glissait sous une pile de prospectus publicitaires et y restait des semaines. Un après-midi, je l'ai retrouvé plié, avec une auréole de café dans le coin. Je n'ai rien dit. J'ai juste lissé le papier et les rangé dans un dossier dans ma chambre. Le tenir me donnait l'impression que c'était la preuve que quelque chose que je faisais comptait, ne serait-ce que pour moi. Le lycée a empiré les choses. 1, 2, 3 J'ai pris un petit boulot dans une brasserie, économisant les pourboires dans un bocal sous mon lit. Ce n'était pas grand-chose, des billets froissés, des pièces qui sentaient le métal et la graisse, mais c'était à moi. Je prévoyais de l'utiliser pour les dossiers de candidature pour mes études supérieures, ce que personne ne m'encourageait à remplir. Puis, un samedi matin, je suis rentrée à la maison pour trouver le bocal vide. Maman était à l'évier de la cuisine, faisant la vaisselle comme si de rien n'était. Quand j'ai demandé, elle ne m'a pas regardée. Elle a juste dit, « Ta sœur a besoin de nouvelles chaussures pour son concours. Tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours. » Ma gorge s'est nouée, mais j'ai hoché la tête. Argumenter ne servait à rien. Ça ne faisait que faire de moi la méchante dans ma propre maison. Mon père avait une façon de faire sonner les ambitions de Manon comme une destinée et les miennes comme un inconvénient. Si elle voulait que je la conduise à l'entraînement, je conduisais. Si elle voulait de l'argent de poche, je trouvais une solution. Si elle échouait à quelque chose, quelqu'un d'autre était blâmé. Si je faisais le moindre faux pas, toute la déception retombait sur moi. J'ai appris à anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. À m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites pour disparaître avant d'irriter qui que ce soit. La responsabilité est devenue une seconde nature, non pas parce que j'étais mature, mais parce qu'ils insistaient pour que je porte ce qu'elles laissaient tomber. Il y avait des soirs où je m'asseyais dans le couloir, écoutant les rires étouffés venant du salon. Ils regardaient un film, célébraient une réussite de Manon ou planifiaient sa prochaine audition. Je planais près des escaliers, attendant une invitation qui ne venait jamais. Parfois, mon père jetait un regard dans ma direction, puis fermait à moitié la porte, me cachant de sa vue. Je restais là un instant de plus, jusqu'à ce que le son de leur joie ressemble à des parasites dans ma poitrine, puis je tournais les talons. Le pire n'était pas le favoritisme. C'était la façon dont c'était devenu normal, comment chaque affront, chaque rejet, chaque attente que je gère la situation s'était transformée en routine. J'ai arrêté de demander à être vue, j'ai arrêté d'attendre l'équité.
J'ai arrêté de croire qu'il y avait une place pour moi à une table, familiale ou autre. En y repensant, il n'y a pas eu un seul moment qui m'a brisé. C'était la lente érosion de ma valeur, année après année, jusqu'à ce que j'apprenne la seule leçon qu'ils avaient besoin que je comprenne. Je n'étais pas censé prendre de la place dans cette maison. Et pendant longtemps, je n'en ai pas pris. Le matin de l'entretien, l'atmosphère était différente. Calme, stable, presque prévenante avec moi. Je me suis réveillée avant le soleil, j'ai passé ma veste de tailleur à la vapeur, posé le dossier sur mon lit, répété les réponses à voix basse. Pour une fois, le silence dans la maison n'était pas lourd. J'avais l'impression que la journée pourrait enfin tourner en ma faveur. Puis Manon est apparue à ma porte, sirotant un soda bien frais, ses lunettes de soleil encore sur le nez, bien que nous soyons à l'intérieur. J'ai besoin que tu m'emmènes au centre commercial avant midi, a-t-elle dit comme si elle commandait un VTC. Je ne peux pas, ai-je répondu en fermant la fermeture éclair de mon portfolio. Mon entretien est à 12h30. Elle a cligné des yeux lentement, confuse, non pas par mes mots, mais par le fait que je pensais qu'ils avaient de l'importance. Dépose-moi d'abord. Appelle-les et décale ton truc. Je l'ai dévisagé. Je ne vais pas annuler mon entretien d'embauche juste pour te conduire au centre commercial. La phrase est restée suspendue dans l'espace entre nous, inconnus, comme si je parlais une langue que cette maison ne reconnaissait pas. Son visage s'est crispé. Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit, je vais le dire à papa. Il est arrivé moins de 2 minutes plus tard, c'est pas lourd, la mâchoire serrée comme s'il avait attendu des années une raison d'exploser. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas écouté. Il a juste pointé le doigt sur moi. Qu'est-ce que j'entends? Tu refuses d'emmener ta sœur là où elle doit aller? J'ai un entretien, ai-je dit doucement. C'est important. Il a ri, un rire cruel, fort, le genre qui remplit une pièce et la vide en même temps. Et puis il l'a dit. Son avenir à elle est important. Le tien ne l'a jamais été. Les mots m'ont frappé avant ses mains. Il m'a poussé si violemment que mon dos a heurté le mur du couloir. Le cadre photo derrière moi s'est fissuré. Le verre a volé en éclats sur le sol. Mon épaule me lançait. Manon regardait depuis le comptoir, mâchant son chewing-gum comme si elle tuait le temps. Maman est entrée, m'a vue par terre et a soupiré comme si j'avais gâché sa matinée. Pourquoi est-ce que tu provoques toujours quelque chose? Personne ne m'a aidé à me relever. Personne n'a demandé si j'étais blessée. Papa s'est juste rapproché, bloquant l'embrasure de la porte, attendant que je cède. Mais quelque chose en moi a basculé, silencieux et définitif. J'ai ramassé mes clés, enlevé les éclats de verre de ma manche et me suis dirigée vers la porte. Je l'ai senti bouger pour me bloquer à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas arrêtée. Cette fois, je suis sortie. L'air extérieur était assez froid pour piquer, mais c'était la première bouffée d'air qui ne semblait pas emprunter. J'ai descendu l'allée, les fissures dans le béton devenant floues sous mes pieds, les cris de mon père s'estompant derrière la porte qu'il ne pouvait plus atteindre. Je ne me suis pas retournée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que la maison soit hors de vue et que le tremblement dans mes mains ne soit plus de la peur. C'était le choc de m'être choisie. Sophie est arrivée exactement à l'heure convenue. Un SUV argenté, le moteur tournant à bas régime, la fenêtre descendant pour révéler la même expression qu'elle avait le soir où j'avais pleuré dans notre chambre à la résidence universitaire pour la première fois, calme, alerte, déjà en train de tout organiser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? A-t-elle demandé alors que je me glissais sur le siège. J'ai bouclé ma ceinture. Ils ont essayé de m'empêcher d'y aller. Il m'a poussé. Il a dit. Je me suis interrompue, avalant l'écho des mots. Il a dit que mon avenir n'avait jamais compté. Elle n'a pas eu de haut-le-corps. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste serré plus fort le volant. Alors on va s'assurer qu'il ne puisse plus jamais toucher à ton avenir. Le trajet jusqu'au centre de Paris semblait irréel. Ma veste était froissée à cause de ses mains. Il y avait une légère égratignure sur mon épaule. Ma poitrine me faisait encore mal là où l'air l'avait quittée. Mais Sophie a gardé une voix calme, passant en revue des questions d'entretien,
ajustant mon col, me tendant de l'eau comme si nous faisions quelque chose d'ordinaire au lieu de reconstruire toute la trajectoire de ma vie. Le hall de l'entreprise technologique sentait la pierre polie et l'air froid. Les lumières fluorescentes se reflétaient sur les murs de verre, rendant tout plus net, plus propre, comme un endroit où les gens avaient le droit de recommencer à zéro. J'ai passé l'entretien avec un calme que je ne me connaissais pas. 47 minutes, 3 recruteurs. J'ai répondu à chaque question comme si je m'y étais préparé depuis des années, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Quand je suis ressortie, Sophie a souri. Je te l'avais dit. Mais mon téléphone a gâché le moment, vibrant sans relâche sous les notifications. Des messages de Manon, l'un après l'autre. Tu as tout gâché. Papa est furieux. Tu ferais mieux de rentrer maintenant. Si je rate ce rendez-vous à cause de toi, ne t'avise même pas de te montrer à nouveau. J'espère que ton entretien stupide va te recaler. J'ai tapé une seule ligne en retour. Je ne rentre pas à la maison. Nous sommes allés à l'appartement de Sophie, un petit espace chaleureux donnant sur une rue calme. Elle m'a tendu une serviette de rechange, un t-shirt propre et m'a dit de respirer. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu l'ecchymose qui montait sur mon épaule, s'épanouissant comme l'empreinte digitale de quelqu'un d'autre. Pendant un instant, je me suis sentie à nouveau avoir 8 ans, 12 ans, 16 ans, attendant que quelqu'un dans cette maison s'en soucie. Mais il ne l'avait jamais fait. Et cette fois, je n'attendais pas. Plus tard dans la nuit, Sophie est entrée dans le salon avec son ordinateur portable ouvert, le visage pâle, non pas effrayé, mais furieux. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit. Elle a tourné l'écran vers moi. Une conversation interne des RH, une note de recruteur transférée, une transcription de message vocal. Il m'a fallu une seconde pour comprendre que ça parlait de moi. Puis les mots se sont mis en place. Son père a appelé, l'a signalé comme instable, a dit qu'elle l'avait attaqué, nous a prévenu qu'il est dangereux de l'embaucher. J'ai eu l'impression que ma cage thoracique s'anesthésiait. Papa n'avait pas seulement essayé de me contrôler. Il avait essayé de m'effacer avant même que j'aie une chance de commencer. Il les a rappelés ce soir, a dit Sophie doucement. Il a laissé un autre message vocal. Ils l'ont transféré parce qu'il a mentionné son titre et le conseil d'administration où il siège. C'est une violation de la politique. Plusieurs, en fait. Elle a tapoté le dossier qu'elle avait déjà imprimé. Note de recruteur, enregistrement des messages vocaux, SMS de Manon, chronologie de l'ingérence. Il a franchi des limites qu'il n'a légalement pas le droit de franchir, a-t-elle dit. Et c'est exactement ça que nous allons utiliser. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. L'émotion était plus froide que l'un ou l'autre. Elle s'est installée au fond de mon estomac, lourde et précise, comme le premier instant où une lame touche la peau. Qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé. Sophie a ouvert un document vierge, propre, clinique, le genre où personne ne pourrait vous accuser d'exagération. D'abord, a-t-elle dit. On dépose une plainte auprès du service de conformité de l'entreprise technologique. Tout est soigneusement joint, tout est factuel. Ensuite, on envoie une note formelle à l'entreprise de ton père. Ils ne pourront pas l'ignorer. J'ai hoché la tête. Nous avons commencé. Taper, sauvegarder, joint, documenter, classer, indexer, transférer. Aucune émotion, juste le son régulier des touches, le clic silencieux de la souris, le bourdonnement du chauffage sous la fenêtre. Pendant que nous travaillions, papa a appelé mon téléphone 6 fois. Chaque message vocal était plus en colère, moins cohérent, plus menaçant. Je ne les ai pas écoutés. Sophie les a tous sauvegardés. À minuit, l'email final était prêt. Objet, plainte formelle pour interférence externe dans le processus de recrutement. Pièce jointe, 8 fichiers. En copie, conformité RH, service juridique, le comité de surveillance de l'entreprise de papa. Sophie a laissé son doigt planer au-dessus du trackpad. Tu es prête ? J'ai pensé au mur, à la fissure dans le cadre, à l'ecchymose sur mon épaule, aux années de silence, à la sentence qu'il avait prononcée comme un verdict. Son avenir à elle est important. Le tien ne l'a jamais été. Oui, ai-je dit. Envoie. Elle a cliqué.
L'email a quitté la boîte d'envoi, et quelque chose en moi s'est détendu. Pas de la joie, pas du triomphe, juste une lente expiration que je retenais depuis des années. Cette fois, ai-je dit doucement, je ne répare pas ce qu'il casse. Sophie a hoché la tête. Bien, parce que cette fois, ce sont eux qui ne s'en remettront pas. Dehors, la rue était sombre et immobile. À l'intérieur, pour la première fois de ma vie, tout était enfin en mouvement. La première réponse est arrivée plus tôt que nous ne l'attendions. 24 heures après que Sophie ait cliqué sur « Envoyer », un email est arrivé de l'équipe de conformité de l'entreprise technologique. L'objet était court, presque sans émotion, mais il a changé l'atmosphère de tout l'appartement. En cours d'examen. Ils demandaient un appel. Pas avec moi, avec leur conseil interne. Sophie a lu le message 2 fois, puis a levé les yeux. Ils prennent ça au sérieux. Ils n'ont pas le choix. Pendant les jours qui ont suivi, tout a bougé comme une avalanche lente et silencieuse. Petite au début, puis impossible à arrêter. Un deuxième email a atterri dans ma boîte de réception, cette fois des RH. Il s'excusait, pas du genre poli et formaté. Celui-ci avait du poids. Il mentionnait une interférence préoccupante, des manquements à l'éthique et la nécessité de garantir la sécurité des candidats. Quelqu'un des RH a ajouté une ligne en gras, aucun autre appel de non-candidat ne sera accepté. C'était la première limite que quelqu'un avait jamais tracée en mon nom. 2 jours plus tard, l'entreprise technologique a contacté le cabinet de mon père. Pas en privé, pas poliment. Ils ont envoyé une demande de conformité, réclamant des éclaircissements sur la raison pour laquelle un conseiller principal de leur équipe avait contacté la ligne RH d'une autre société à plusieurs reprises, en donnant une fausse image d'une candidate et en se référant à sa position au conseil d'administration. Le langage d'entreprise est une forme de violence à part entière, silencieuse, indéniable, ne laissant aucune marge de manœuvre. La demande a déclenché une autre, puis une autre. À la fin de la semaine, le cabinet de papa avait ouvert sa propre enquête. Pas facultative, obligatoire. Sophie m'a montré l'avis quand il a fuité en interne. Un court message transféré entre employés. Plaintes externes reçues. Privilège de consultant temporairement suspendu. En attente d'investigation. Suspendu. Un seul mot. Mais il a frappé plus fort que tout ce dans quoi il m'avait jamais jeté. Je n'ai pas appelé à la maison. Je n'en avais pas besoin. Le silence de la maison s'est étiré sur des jours, se tendant comme une corde. Puis maman l'a brisé. Elle a appelé dans l'après-midi, la voix tendue, comme toujours quand quelque chose échappait à son contrôle. Ton père a des problèmes, a-t-elle dit. Pas de salutation. Pas de question pour savoir si j'allais bien. Quelqu'un l'a signalé. Ils disent qu'il a violé les règles. Il faut que tu arranges ça. Dis-leur que tu as exagéré ou mal compris, ou quelque chose. Je fixais l'écran du téléphone pendant qu'elle parlait. La machine à laver bourdonnait en arrière-plan. Le soleil frappait le sol en une ligne calme et chaude. Le monde autour de moi ne correspondait pas du tout à son urgence. Je n'arrange rien, ai-je dit. Maman a inspiré brusquement. Camille, écoute. Non, ai-je dit, c'est toi qui écoutes. Ce n'est pas moi qui lui ai fait ça. Il s'est fait ça tout seul. Elle a essayé de pleurer ensuite. Ça sonnait fatigué, répété, comme un vieux script usé jusqu'à la corde. J'ai mis fin à l'appel. La semaine suivante a porté le coup qu'il n'avait jamais prévu. Une lettre, courte, formelle, impersonnelle, est arrivée à la maison. Je ne l'ai pas vue, mais Sophie a plus tard reçu une photo d'une connaissance mutuelle au sein du cabinet. L'entête à lui seul racontait l'histoire. À effet immédiat. Contrat résilié, violation des normes éthiques, retrait du comité consultatif externe. C'était le « tout » qu'ils pensaient détenir sur moi. Les relations, l'influence, le réseau qu'ils avaient exhibé pour justifier chaque acte de cruauté. Disparu avec une seule enquête. La plaque nominative de papa a été enlevée de la porte de son bureau avant midi. Quelqu'un l'a vu et l'a chuchoté. Quelqu'un d'autre a rapporté l'avoir vu quitter le bâtiment plus tôt, les épaules tendues. Son visage laissait transparaître l'humiliation qui suintait de lui comme de la chaleur.
Maman a rappelé ce soir-là. Cette fois, sa voix n'était pas tendue. Elle était faible. On ne sait pas quoi faire, a-t-elle dit. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Tu dois nous aider, s'il te plaît. Autrefois, sa panique m'aurait brisé, mais maintenant, elle m'atteignait à peine. Ce n'est pas moi qui ai poussé les choses aussi loin, ai-je dit doucement. Et ce n'est pas moi qui vais l'en sortir. Il y eut un non-silence. Un silence qu'elle ne pouvait pas combler, ne pouvait pas tordre, ne pouvait pas utiliser comme une arme. Camille, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. Plus maintenant. J'ai raccroché. Plus tard dans la soirée, les RH de l'entreprise technologique ont organisé une réunion privée. La pièce était petite, bordée de verre et de lumière douce. Ils se sont excusés à nouveau, cette fois en personne. Ils m'ont offert le poste, salaire complet, avantages sociaux, une prime de réinstallation, et une garantie écrite que toute interférence future de parties extérieures serait traitée comme du harcèlement. Ce n'étaient pas les excuses qui comptaient. C'était la reconnaissance que mon avenir comptait. Il avait toujours compté. Quand je suis sortie du bâtiment, l'air de la ville semblait différent. Vaste, froid, pur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message vocal de papa. Le ton était inhabituel, tendu, frénétique, dépouillé de la confiance qu'il avait portée toute sa vie. Je l'ai supprimé sans l'écouter. En marchant dans la rue, j'ai réalisé quelque chose de simple, d'indéniable. Je ne leur ai rien pris. Ce sont eux qui ont tout abandonné. Le premier matin dans mon nouvel appartement semblait irréel. Pas de voix élevées, pas de pas dans le couloir, pas de tension enroulée dans les murs comme de l'électricité attendant de frapper, juste le calme. La lumière entrait à travers les rideaux fins, douces, pâles. Rien à voir avec les ampoules crues de la maison. Je me tenais pieds nus sur le sol frais, tenant une tasse que Sophie m'avait prêtée. La vapeur montait en lente spirale, l'air s'installant autour de moi avec une douceur que je ne reconnaissais pas. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à de l'espace. Mon espace. J'ai tracé la faible ecchymose sur mon épaule, qui n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Elle ne piquait plus. Elle ne brûlait plus. Elle existait simplement. La preuve d'un moment qui me définissait autrefois, s'estompant maintenant en quelque chose que je pouvais enfin dépasser. Un rappel, pas une blessure. La ville dehors était vivante. Les voitures bourdonnaient en bas. Quelqu'un criait bonjour de l'autre côté de la rue, un chien aboyant à l'air libre. Rien de tout cela n'avait à voir avec moi, et c'était ça le réconfort. Je n'étais le centre de la colère de personne ici. Je n'étais pas le problème à résoudre. Je n'étais pas le bouc émissaire ou l'oublié. J'étais juste une personne qui recommençait à zéro. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur une boîte de réception remplie de documents d'intégration, de planning de formation, de messages de bienvenue de personnes qui ne me connaissaient pas au-delà de ce que j'avais mérité. Ils ne connaissaient pas ma famille. Ils ne connaissaient pas les murs contre lesquels j'avais été projetée ou les années que j'avais passées invisibles. Ils ne connaissaient que le travail que j'avais fait, l'entretien que j'avais réussi, les compétences que je possédais. C'était étrange de voir un avenir construit sur mes seuls mérites. Plus étrange encore de réaliser à quel point le passé avait été lourd, seulement une fois que je m'en étais dégagée. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir. Un texto de maman. Il faut qu'on parle. Puis un autre, s'il te plaît. J'ai laissé l'écran s'éteindre de lui-même. Je ne leur devais pas de réponse. Le silence n'était plus de la soumission. C'était devenu une limite. J'ai pris une autre gorgée de café, regardant la lumière du matin éclairer la petite pièce. La ville semblait grande ouverte d'une manière que je n'avais jamais connue. Comme si chaque rue, chaque son, chaque souffle appartenait à une vie qui avait enfin de la place pour moi. Pour la première fois, je n'attendais pas la prochaine tempête. Je ne me préparais pas à l'impact. Je ne me préparais pas. J'étais libre. Partir a été la seule chose que je leur ai jamais prise. Toutes les conséquences qui ont suivi sont celles qu'ils ont créées eux-mêmes. La liberté n'est pas venue de la victoire. Elle est venue du refus de rester là où je n'étais jamais censé grandir.
Certaines portes ne se ferment pas derrière vous. Elles disparaissent au moment où vous arrêtez de frapper. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de drames familiaux froids, silencieux et cathartiques. Dites-nous d'où vous nous regardez et partagez le moment où vous vous êtes choisi pour la première fois.